on va s'intéresser aux indices de l'épaississement crustal, et principalement à deux types d'indices. Des indices pétrographiques, c'est-à-dire des indices qui nous sont fournis directement par les roches, du fait de leur composition, de leur structure, de leur minéralogie, et des indices tectoniques que l'on voit au niveau des chaînes de montagnes et qui traduisent des événements tectoniques. Commençons par les indices pétrographiques. Donc des roches communes à l'affleurement au niveau des chaînes de montagnes sont les micaschistes. Ces roches présentent un feuilletage, que l'on voit ici, que l'on appelle la foliation. Cette foliation se traduit par une orientation préférentielle des minéraux ou schistosité. Cette foliation indique que la roche a subi des pressions orientées, de haut en bas ou de bas en haut, ici sur cet échantillon par exemple. Ces modifications de structure à l'état solide et de minéralogie, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Donc, tout d'abord, une modification de la structure de la roche, mais aussi des minéraux nouveaux qui vont apparaître, puisque en lame mince, on peut observer des minéraux que l'on connaît déjà, qu'on a déjà observés dans différentes roches, qui sont le quartz, ici les minéraux que l'on connaît, de la biotite, et un minéral qui est la silimanite, et on verra juste après l'intérêt de cette silimanite en termes d'indices pétrographiques. Une autre roche courante sont les gneiss. Ces gneiss présentent aussi un litage des minéraux, donc avec une alternance de lit clair et de lit sombre. Les lits clairs en lame mince ici, lumière polarisée ou lumière polarisée analysée, sont composés de quartz et de feldspath, et les lits sombres de biotite. Et on retrouve le même minéral que tout à l'heure, cette silimanite. Donc là aussi, un indice pétrographique structural qui est le litage des minéraux, comme la foliation tout à l'heure dans les micaschistes, et cette silimanite qui apparaît. Alors, on a ici un diagramme pression-température qui définit le domaine de stabilité de trois minéraux qui en fait ont la même composition chimique. Ce sont tous les trois des silicates d'alumine, c'est-à-dire composés de silice et d'aluminium. Donc même composition chimique, mais les structures minéralogiques sont différentes. Donc on a trois minéraux différents, dont la silimanite que l'on a rencontrée tout à l'heure dans les micaschistes ou dans les gneiss. Cette silimanite ne se rencontre que pour des températures importantes et des pressions aussi élevées. Donc, si les conditions de formation de cette silimanite indiquent soit des températures très élevées, soit des températures importantes et des pressions aussi très importantes. Pour que la silimanite se forme, il faut donc qu'elle se retrouve dans des conditions température-pression élevées, conditions de température et de pression qui ne peuvent se rencontrer qu'en profondeur, c'est-à-dire au niveau de la racine crustale. Donc, dans ces deux roches, on a soit des compositions structurales de la roche, soit minéralogiques, qui indiquent qu'il y a eu un enfouissement à grande profondeur. D'autres roches que l'on trouve dans les chaînes de montagne, qui sont assez abondantes, sont les migmatites. Donc migma en grec veut dire mélange, et on a ici un mélange en fait de deux roches. On a une partie claire qui correspond au mobilisa et une partie sombre qui est le resta. Si on regarde de plus près ce mobilisa il a une composition granitique et on va retrouver dedans les minéraux du granit, mais aussi la texture du granit avec une texture grenue, des minéraux jointifs, et le resta qui est plutôt de type micaschiste. Donc en fait, on a ici l'association de deux et on montre que cette roche est issue en fait d'une roche initiale qui a subi une fusion partielle. Une partie de la roche qui a fondu a formé un magma. Ce magma s'est recristallisé ultérieurement, un magma de composition granitique s'est recristallisé ultérieurement en profondeur et a donné ce mobilisa. Une partie de la roche n'a donc pas fondu et forme ce resta qui dépend de la roche initiale qui a fondu. Enfin, le granit. Alors le granit, c'est une roche commune que vous connaissez, composée de mica, noir brillant, de quartz, blanc translucide, de feldspath, blanc. En lame mince, lumière polarisée analysée,
Donc on retrouve ces micas, ce quartz et le feldspath qui est ici du plagioclase, mais on peut retrouver aussi de l'orthose. Ce granit, c'est une roche magmatique, plutonique, à texture grenue, qui traduit donc un refroidissement lent en profondeur, et le matériau originel est un magma. Dans quelles conditions se forme ce magma granitique? Comme pour la migmatite, finalement, on est sur une fusion partielle avec un liquide magmatique résiduel qui a recristallisé ultérieurement en profondeur. Suivant la surface, la quantité de roche initiale qui va rentrer en fusion partielle, suivant la durée de cette fusion partielle, le liquide magmatique produit va être plus ou moins abondant et il va pouvoir migrer ou non, suivant le contexte, dans les roches environnantes et remonter car il a une densité moindre que les roches environnantes. Donc plusieurs cas de figure, soit le liquide magmatique reste à proximité de la roche, des minéraux résiduels de la roche originelle et on obtient une migmatite, soit le liquide magmatique va percoler à travers les roches encaissantes, va remonter vers la surface sans jamais l'atteindre, former un pluton dans lequel il y aura cristallisation lente de ce magma et former les granites d'anatexie qui sont fréquents au niveau des chaînes de montagne. Donc ces roches, migmatite et granite, sont aussi des témoins de cet épaississement, car ce magma ne peut se produire que si la roche ou les roches recoupent le solidus et rentrent en fusion partielle. Cette fusion partielle ne peut être atteinte que si la pression est importante, donc la profondeur importante, et à des températures plutôt élevées, conditions qui ne sont réalisées que à 30 ou 40 km de profondeur, c'est-à-dire qu'on est dans la racine crustale. Ces roches sont donc des témoins d'un épaississement qui se traduit par des reliefs en surface, mais aussi par la racine crustale en profondeur. Donc que ce soit au niveau minéralogique, au niveau de la structure des roches, on est sur des indices qui nous montrent que ces roches se sont formées en profondeur. Profondeur plus ou moins importante suivant l'indice que l'on a rencontré. Autre indice que l'on peut trouver, ce sont des indices tectoniques. Donc, on peut rencontrer fréquemment des plis. Donc, des plis, ce sont ici on distingue les strates, qui ont été plissées suite à des contraintes compressives. Ces contraintes compressives qui affectent ces terrains compriment les roches qui, suivant leur composition, ici elles ne se sont pas cassées, elles se sont déformées, et cette déformation se traduit par une augmentation de l'épaisseur. Donc des plis de différentes tailles, ici on a un pli couché dans la vallée d'Ossau, et ici des plis aussi à grande échelle, puisqu'on est dans le cirque de Gavarnie, avec des terrains calcaires qui sont plissés. Donc ces plis sont des témoins d'un raccourcissement, qui dit raccourcissement, des épaississements, on va le voir un peu plus loin. Le pli couché de Saint-Clément, avec des strates qui alternent. On voit que ces strates ne sont pas horizontales. Or, lorsque les terrains se déposent, ils se déposent horizontalement, c'est-à-dire qu'ils ont ici subi une compression ultérieure, compression qui a amené une déformation des terrains et qui a amené un plissement, épaississement qui est à l'origine de ce relief ici, une augmentation de l'épaisseur du relief. Autre type de déformation d'indice tectonique que l'on peut rencontrer dans les chaînes de montagne, ce sont les failles inverses. Donc les failles inverses naissent de contraintes compressives qui vont décaler les terrains. Donc ici on a une faille inverse, ici aussi où on voit cette strate qui a été décalée suite à une compression. Donc suivant le type de roche, suivant les forces qui s'exercent, soit les terrains se déforment et forment des plis, soit ils cassent et forment des failles. Parfois, les contraintes peuvent être tellement importantes que ça va aboutir à des chevauchements, c'est-à-dire que des nappes entières de terrain vont se superposer à d'autres. Donc ici, par exemple, dans les Pyrénées, on a l'exemple de la nappe de Gavarnie, au niveau du cirque de Baroude, qui se superpose à des terrains plus récents.
en détail, on a ici donc un ensemble de terrains qui sont des calcaires datés de l'ère primaire, qui sont superposés sur des terrains plus récents, puisqu'ils sont datés du Crétacé. Donc le trait rouge qui est figuré ici témoigne, pas témoigne, mais matérialise plutôt un contact anormal, puisque suivant le principe de superposition, normalement les terrains se déposent des plus anciens aux plus récents, et ici ce principe de superposition n'est pas respecté, puisque ces terrains sont plus anciens que les terrains sur lesquels ils reposent. On peut expliquer cela par des forces compressives telles qui ont permis le déplacement de cet ensemble de terrains sur les terrains originaires, sur ces terrains. C'est ce que l'on a vu aussi au niveau de la nappe du Guil dans les Alpes, où on a des calcschistes datés du Crétacé, sur lesquels sont déposés des calcaires du Trias, donc plus anciens. Le trait vert ici matérialise ce contact anormal et ne peut s'expliquer que par des forces compressives qui ont permis à ces terrains de passer au-dessus de ces terrains crétacés plus récents. Donc ce raccourcissement lié à des forces compressives s'accompagne d'un raccourcissement des terrains. Comme les terrains ne disparaissent pas, ce raccourcissement, cette perte de matériel au niveau horizontal se traduit par une augmentation de l'épaisseur de ces terrains et donc une augmentation des reliefs, que ce soit en surface et compensée en profondeur par une racine crustale. Donc on voit ici aussi le contact anormal au niveau de ces terrains. Donc pour résumer, que ce soit des failles inverses qui peuvent se traduire par des chevauchements, que ce soit des plis associés à des failles, l'ensemble témoigne d'un raccourcissement des terrains suite à des contraintes compressives qui se traduisent par forcément une augmentation, un épaississement des terrains et donc la présence d'une racine crustale en profondeur.